On va commencer la deuxième partie de la soirée. Hello, welcome. Thank you all for coming. Before beginning, we wanted to briefly introduce ourselves. We're the Fulbright Canada students that organize this event. My name is Anna. I'm Carl. I'm Anjali. I'm Izzy. And we decided to call this event Breaking Down Barriers because we wanted to spark a dialogue concerning the challenges that the people with physical disabilities face in Montreal. Tonight we are here to talk about and discuss very important and pressing issues of accessibility. And we're thrilled that you all came and we have a very interesting discussion in store. OK. Bonsoir encore une fois à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'être venus à la conférence Les barrières tombent. Pour nous, le mot barrière, c'est très important parce que ça fait penser aux problèmes auxquels font face les personnes en situation de handicap au quotidien. Nous aimerions remercier tout le monde d'être venu et je vais partir. At this point in time, before beginning, we just want to thank all of the people and organizations who made this event possible. So first, we'd like to thank Fulbright Canada and the Fulbright Canada Community Leadership Grant, which provided funding for this event. We would like to thank Program Officer Caitlin Innes, whose support and guidance have been instrumental during this process, and she's here in the audience, so thank you, Caitlin. So just a little bit about the Fulbright program. It's sponsored by the U.S. Department of State to promote the exchange of students and scholars to foster bilateral relationships. And there are over 300,000 alumni who travel to, who've been in over 150 countries. We want to thank our local partner organizations, including REPLIC, which is Regroupement Activiste pour l'Inclusion Québec, the Yellow Door, associated with McGill University, and UQAM. Finally, we would like to thank Professor Bernard Duhem, a Fulbright alumnus and professor of law at UQAM, for serving as our faculty advisor and helping us organize this event. And we have a lot of volunteers here tonight. So we'd like to thank Danny Stone, Eva Valenti, Meenakshi Kanan, Rina Lal, and Natalie Constantine. So thank you all for coming. Merci, merci. Alors, je vais juste vous expliquer un peu comment la soirée va dérouler. Alors, pour commencer, nous écouterons les discours de 4 conférenciers qui sont très impliqués dans la communauté handicapée. Nous sommes très reconnaissants de leur grand effort dans la planification et la réalisation de cet événement. Et la conférence va présenter dans l'ordre suivant. Ça va commencer avec Linda Gauthier, présidente de RAPLIC, et après Mélanie Bénard, diplômée de la faculté de droit de l'Université McGill. Et suivant, ça va être Laurence Parent, vice-présidente de RAPLIC, et Pietro Bozo, la directeur et secrétaire générale de la Porte Jaune. 2 discours seront en français et 2 seront en anglais. Et après tous les discours, vous pourriez poser vos questions aux conférenciers ou partager vos propres commentaires ou histoires personnelles. Et merci d'être venu. Si vous avez besoin de traduction de discours ce soir, les textes sont disponibles à la table d'accueil à l'avant. If you need a translated text this evening, translated texts are available for the speeches at the registration table in front. Merci. On passe le micro à M. Bernard Duhem. Merci, thank you. Bienvenue à toutes et à tous. Welcome to the University of Quebec in Montreal. Bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Je suis très content de voir que cette activité a un aussi grand succès. Je suis très honoré de pouvoir faire cet événement à l'UQAM en aussi bonne compagnie. On a une brochette d'invités spectaculaires ce soir. Et je ne répéterai pas les remerciements qui viennent d'être faits, mais je tire encore une fois mon chapeau à l'ensemble de l'équipe des boursiers Fulbright qui ont eu cette excellente idée d'organiser cet événement
pour nous ce soir. Comme cet événement s'inscrit dans la foulée du programme international d'éducation à la citoyenneté démocratique avec les personnes ayant un handicap et dans la semaine citoyenneté et handicap à l'UQAM, et comme je suis professeur de droit international et droits de la personne, je vais me permettre une petite introduction rapide sur les droits humains et les droits des personnes en situation de handicap, très rapidement, pour faire un petit clin d'œil ou une petite... mettre la table, si on veut, sur une perspective globale d'un enjeu qu'on va aborder sous différentes facettes aujourd'hui, y compris sur le plan local. Comme vous le savez, même s'il y a plus de 650 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'une forme quelconque de handicap, dont 2/3 environ dans les pays en voie de développement, la plupart ont été longuement négligés et marginalisés par les États et les sociétés. Ce n'est qu'au cours des dernières années que les personnes en situation de handicap ont réussi à faire changer les attitudes à leur égard, y compris en ce qui a trait au cadre normatif international, et ont réussi à enfin être considérés véritablement comme des sujets de droit international, comme des personnes ayant l'ensemble des droits qui leur est dû en vertu du droit international. In international human rights law, different types of international instruments apply with regards to these rights, including the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, as well as others more specific instruments such as the Covenant on the Elimination of Racial Discrimination, for example. Ces droits sont étroitement liés à la non-discrimination et aux principes d'autonomie individuelle, de participation et d'intégration sociale, de respect de la différence, d'accessibilité, ainsi que d'égalité des chances et de respect du développement des capacités de l'enfant. Et ce sont tous des principes qui se retrouvent aujourd'hui à l'article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 61-106 le 13 décembre 2006. This convention was adopted after years, or should I say decades, of debates, of reports, of negotiations on the international scene, starting going back to the 1980s. And since 2006, we have now this international instrument. En plus de cette convention, eh bien, on a un comité onusien qui est chargé d'évaluer comment est-ce que les États respectent leurs obligations en vertu de ce traité. Et ce comité, donc, reçoit périodiquement des rapports des États, mais aussi la société civile, relativement à ces obligations et aux mesures prises par les États pour veiller à remplir ces obligations. En plus, on a aussi un protocole additionnel qui donne compétence à ce fameux comité pour recevoir des plaintes individuelles lorsque les individus sont incapables, dans le système de justice de leur pays, d'obtenir réparation. Donc, tranquillement, on va voir apparaître une jurisprudence internationale en matière des droits spécifiquement axés sur les personnes en situation de handicap. Pour le moment, on a une décision, l'affaire HN contre la Suède, une affaire de discrimination en matière de réglementation municipale. Ici, dans les Amériques, au sein de l'Organisation des États américains, on a aussi fait certains progrès. Entre autres, avec l'adoption en 1999 de la Convention interaméricaine pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les personnes handicapées. En 1999, donc 7 ans avant la Convention onusienne. Également, la Cour interaméricaine des droits de la personne, au sein de l'OEA, a adopté une décision vraiment importante dans l'affaire Ximénez contre le Brésil, Ximénez-Lopez contre le Brésil en 2006, portant sur des abus qui avaient été commis sur une personne dans un hôpital, etc. Et la Cour a pris le temps de détailler tous les standards internationaux spécifiques dans le cadre des traitements et des soins hospitaliers, etc. Et c'est un précédent vraiment important qui est très prometteur et qui on l'espère, sera développé et mis en œuvre sur le plan national. Bien que ces avancées soient importantes, je disais, ça a pris 20 ans avant qu'on ait cette fameuse... 25 ans avant qu'on ait cette fameuse convention onusienne, il reste encore beaucoup de choses à faire. Au Canada, bien qu'on ait ratifié en 2010
cette fameuse convention onusienne, le Canada n'a pas ratifié le protocole additionnel qui accorde compétence au comité pour recevoir des plaintes individuelles. Le Canada n'a pas ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme de l'OEA, ni la Convention interaméricaine relative à l'élimination de la discrimination contre les personnes souffrant d'un handicap au sein du système interaméricain. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan international. Il faut continuer de donner de la visibilité à ces questions importantes, faire des pressions sur nos décideurs publics pour les forcer à mieux respecter les droits de toutes et tous, ici et ailleurs. Et c'est exactement ce que font nos 4 conférencières et nos 4 invités ce soir et que j'aimerais maintenant vous présenter. Alors, nous allons commencer la soirée avec Linda Gauthier, qui est la conceptrice de plusieurs projets au sein du RAPLIC. Elle s'occupe également des relations publiques de l'organisme. En outre, elle assiste les personnes ayant des limitations fonctionnelles victimes de situations discriminatoires, voire criminelles, en rédigeant leurs plaintes, en les accompagnant dans la préparation des plaintes devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle les accompagne jusqu'à la fermeture des dossiers à travers médiation, enquête et devant les tribunaux également. Linda Gauthier est très engagée dans sa communauté, dans sa ville. Elle participe activement à de nombreux comités, commissions, et elle est membre du comité environnement et aménagement public dans le COFAN. Ensuite, nous entendrons Mélanie Bénard, qui est une étudiante en droit de l'université McGill, a McGill Law student, when I read your information, it was the final semester, but I understand it's done. And she's been a member of RAPLIC since 2010. Melanie is passionate and committed to fighting for the rights of people living with disabilities. Enfin, nous entendrons également Laurence Parent, qui a une formation universitaire en sciences politiques ici à l'UQAM et en études sur le handicap de York University. Elle fait présentement un doctorat en humanities à l'Université de Concordia. Elle s'intéresse principalement à l'histoire trop souvent méconnue des personnes en situation de handicap. Passionnée par l'écriture et la justice sociale, elle souhaite mobiliser les personnes en situation de handicap et leurs alliés afin de favoriser l'émergence de projets originaux qui lèveront le voile sur l'handicapisme, système d'oppression qui, comme le sexisme et le racisme, contribue à la marginalisation et à l'exclusion d'un groupe d'individus. And finally, we'll have the honor to hear from Pietro Bosso, who's born in Montreal, the executive director of the YMCA Montreal, and of the Yellow Door since 1994. Proud father of 2 children. Je dois terminer les présentations en m'excusant parce que j'enseigne ce soir-là. Je suis présentement en train de faire ce que je demande à mes étudiants de ne pas faire, c'est-à-dire de sécher un cours. À 8 heures environ, je vais devoir me sauver comme un voleur. J'espère pouvoir venir vous serrer la pince après si j'en suis capable. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Linda. Merci beaucoup. Alors, je tiens à remercier tout le monde de s'être déplacé ce soir. Je tiens à remercier aussi avant tout les étudiants de Fulbright de nous avoir approchés pour nous permettre d'être capables justement de dire, parce qu'il y a des choses finalement que quand on n'est pas en situation de handicap, même si on est dans les instances concernées, qu'on soit des décideurs politiques, qu'on soit à l'OPHQ, même l'Office des personnes handicapées du Québec, qui sont quand même conscientisés sur bien des sujets, avec bien des enjeux, qu'on fasse partie de la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse. Il y a quand même des choses que, de facto, on ne peut pas vraiment ressentir comme si on était. Alors, pour ça, je remercie énormément les étudiants de Fulbright. Je voudrais mentionner d'ailleurs aussi, malheureusement, il y en a une qui est déjà partie, la présence de Mme Manon Perrault, qui est députée fédérale, députée de Montcalm, et qui est porteuse du dossier de la condition des personnes handicapées. Alors, Mme Perrault, merci beaucoup d'être là.
Évidemment, je pourrais mentionner tous les autres. Je ne veux pas oublier personne. Je l'ai dit tantôt, M. Cousineau, Mme Dupuis, Mme Landry, je me trompe-tu, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Il y a plein de gens. Il y a de mes collègues, Andréane Perron, de l'Office des personnes handicapées du Québec, Mme Carbonneau, l'attachée politique du Dr. Régent Hébert, le ministre de la Santé, Étienne Coutu, M. Cloutier aussi, de la deuxième opposition, du projet Montréal, justement un architecte et tout ça, et on vous a dit ça tantôt. Alors, je suis bien contente. Avant de vous parler de ce que j'ai à vous dire, je vais vous citer justement une petite phrase de Benjamin Franklin qui disait « Pour parler de l'avenir, il faut absolument évoquer le passé ». Je vous amène faire un petit tour dans le passé. Il y a des choses, je ne m'attarderai pas, bien évidemment, pour la simple et bonne raison que ma collègue Mélanie va vous en parler. Alors, on va commencer pas si loin, en 69. On a marché sur la Lune. Alors, à partir de là, je me dis que tout est possible. Si l'homme a marché sur la Lune, il y a sûrement moyen de jeter des barrières par terre. Pourtant, en 2013, Linda ne peut même pas aller à son dépanneur au coin de chez elle. On a un problème. En 1975, l'Assemblée nationale donnait le mandat à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de travailler sur 2 facteurs. En tout cas, vous me corrigerez, M. Cousineau, Mme Dupuis, qui étaient la discrimination et l'exploitation. À ce moment-là, l'article 10 de la Charte ne comprenait pas le motif du handicap qu'on a ajouté en 1978, si je ne m'abuse. Ça veut dire qu'en 1975, on n'aurait pas pu porter plainte, si je comprends bien, on n'aurait pas porté plainte pour discrimination fondée sur le motif du handicap. En 1978, on pouvait. Et en 1978 aussi, il y a eu la création de l'Office des personnes handicapées du Québec, qui était pour être là pour un petit bout de temps. Et fort heureusement, ils sont encore là aujourd'hui. Il y a eu aussi l'adoption de la loi assurant l'intégration des personnes handicapées, l'exercice des personnes handicapées. Et j'en arrive en 92. Il y a eu la création de la Régie du bâtiment du Québec. Et c'est de ça que je veux vous parler. La Régie du bâtiment du Québec est sous le ministère du Travail. On ne comprend pas trop pourquoi, mais apparemment que c'est un facteur qui est international. Et la Régie du bâtiment du Québec se trouve à réglementer, en fait, le code de construction aussi. Cette régie-là fait en sorte que ils ont, le 7 novembre 2000, ils ont inclus dans un guide qui s'appelle le Guide des normes de conception sans obstacle. Et pourtant, quand on lit ce guide-là, il est truffé d'exceptions, qui fait en sorte que nos droits, à nous, personnes en situation de handicap, sont constamment brimés. Le 7 novembre 2000, entre autres, pour mettre ça clair, on disait que, la Régie du bâtiment du Québec disait que toute nouvelle construction devait être universellement accessible. Alors pour moi, ça me dit que un immeuble résidentiel, commercial, industriel devait être fait de plein pied. C'est ce que ça m'appelle à dire. Et pourtant, j'ai vérifié, dans l'ensemble des immeubles qui ont été construits, là, je parle juste du résidentiel, en 2012, et il y a quand même 7 immeubles sur 10 qui ne le sont pas. C'est donc dire que non seulement la Régie du bâtiment du Québec, avec les exceptions, se trouve à brimer nos droits,
mais en plus, ils ne suivent pas les règles parce que quand un entrepreneur en construction envoie à la Régie du bâtiment les plans et devis, j'imagine que ça fonctionne de cette façon-là, ils doivent les regarder, ils doivent voir que les plans et devis ont des marches, ont des... C'est pas fait de plein pied. Et moi, je pensais que c'était plus cher à concevoir quand il y avait... Ça doit être une question d'argent. Il y a quelqu'un, un de nos collègues, qui nous a dit que non, c'était plus cher la conception si c'était fait de plein pied. Alors, ce que je peux comprendre, c'est que, justement, on fait fi des règlements et tout ça, puis on présente ça de cette façon-là, parce qu'on a eu raison, on a porté plainte à plusieurs reprises auprès de la Régie du bâtiment. On a envoyé des inspecteurs, on a dépêché des inspecteurs sur place, et ils ont émis des contrats d'infraction. On ne peut pas se permettre de faire ça à tous les immeubles qui sont construits s'il y en a 7 sur 10, et là, je parle seulement de Montréal. Alors, on a un problème de société, là. Là, à ce moment-là, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? On régresse, là. Fait que moi, je demande, on a des décideurs politiques ici ce soir, je demande justement de nous aider dans cette quête-là pour l'accessibilité. De plus, si on poursuit avec les années, en 1996, il y a eu la création d'un organisme, d'un organe de Montréal, j'imagine, qui s'appelle Héritage Montréal, qui prônait la conservation du patrimoine, des immeubles patrimoniaux. En 2002, il y a eu le Conseil du patrimoine, qui est un comité consultatif de la ville. Encore là pour la même chose. Et en 2011, pour en terminer avec ça, il y a eu la politique d'accessibilité universelle qui a été adoptée par l'ensemble des arrondissements à Montréal. Si je prends le Conseil du patrimoine, pour commencer, je suis tout à fait d'accord avec la conservation du patrimoine. On a de beaux immeubles et c'est bien de les conserver. Mais comme disait mon collègue tantôt, à Barcelone, il a vu des immeubles qui étaient moyenâgeux et pourtant, ils ont fait un amalgame de cette accessibilité-là tout en conservant le patrimoine. On ne va pas si loin. On a un de nos collègues ici qui est français, le musée du Louvre. Ça date de 1582, je pense. Et pourtant, il y a des ascenseurs. C'est évident qu'il y a quelque chose à faire, il me semble. On peut conserver le patrimoine tout en faisant une accessibilité universelle. C'est plate à dire. Peut-être que j'aimerais ça avoir justement les commentaires des gens de la commission là-dessus. Mais il me semble que si le patrimoine a préséance sur l'être humain, pour moi, dans mon livre à moi en tout cas, j'appelle ça de la discrimination. Et pour ce qui est de la politique d'accessibilité universelle qui a été adoptée en 2011, c'est à se demander si elle ne demeure pas un vœu pieux, sur papier seulement. On rencontre, c'est sûr les édifices municipaux, on se donne l'obligation, quand on les rénove, de les rendre accessibles universellement. Sauf que on dirait que ça s'arrête là. C'est évident qu'il y a un manque de volonté politique. Je suis vraiment désolée de le dire. On est en année électorale. Il y a des partis politiques qui font mention de la plateforme, dans leur plateforme, de l'accessibilité universelle, d'autres pas. Ceux qui en parlent, il faut constamment quand même leur rappeler qu'ils font des événements dans des endroits qui ne sont pas accessibles. C'est pas normal. C'est pas normal non plus qu'on soit obligé constamment de se présenter, nous, devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et toujours porter plainte, ou quand on est victime de discrimination, ou que nos membres nous appellent parce qu'ils sont victimes de discrimination fondée sur le motif du handicap,
qu'on soit toujours obligé de brandir le spectre de la sacro-sainte Commission des droits. On a un problème de société. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir ce soir, pour nous aider. Est-ce que vous allez le faire? Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons entendre Mélanie. Passez le micro. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais faire ma présentation en anglais. Je suis désolée pour les francophones, mais pour moi, ça me donne la chance de me détendre un peu. My colleagues from RAPLIC aren't used to hearing me speak English. It's much easier for me this way. I'm afraid my presentation might be a little technical. I'm going to give an overview of disability law in Quebec and touch on... Yeah, let me go here, start from the beginning. Since most of us don't have much exposure to the law, other than through episodes of Law and Order, which happens to be my favorite show, and believe it or not, was an inspiration for me going to law school. I kid you not. I thought I'd begin with an overview of the Canadian legal system. We have some lawyers, law professors here, so I'm sorry it won't take up too much time, but just to put things in context. And then I'll be focusing on Quebec's disability-specific legislation, past and present, and quickly discussing the legislation in Ontario and the United States. And I'll be concluding with recommendations and proposals for legislative reform in this area in Quebec. So going way back in history, the Constitution Act 1867 determined which level of government can make laws in certain areas. So, for example, the federal government can make laws on banking, postal service, and the military, and the provinces have jurisdiction over property and local matters. And this is why, unlike in the states where they have a federal disability law, there's nothing stopping us from doing that in Canada. But we're at this point, I think, looking at something on the provincial level, because a lot of the accessibility issues fall into the provincial jurisdiction. So in Quebec, we have a civil law system like in France, and all the rules that are supposed to guide people's conduct from birth until death, basically, are found in the Civil Code of Quebec, which is kind of like our Bible. And the rest of Canada has a common law system like England and the United States. So instead of having their laws in the code, they rely on previously decided cases, otherwise known as jurisprudence. Lawyers like to use a lot of arcane language that makes things sound complicated, also known as precedent. So they rely on previous cases to decide which rules apply in a given situation. Provincial and federal governments can also make legislation on specific subjects. So Ontario and Quebec both have disability-specific legislation, which I'll be explaining in further detail shortly. In 1982, we also enacted the Canadian Charter of Rights and Freedoms, if you want to take a look at it. Not sure if you've all seen it before. It's in French and English. And that applies to government-made laws and conduct. And Quebec also has its own charter, the Charter of Human Rights and Freedoms that came into force or was adopted in 1976. And that applies not only to government, but also to private citizens. And both the Canadian and the Quebec charters protect the right to equality and freedom from discrimination for people with disabilities, among other characteristics. So I wasn't sure how much Laurence and Linda were going to discuss the process of filing complaints at the Human Rights Commission. They're bigger experts on this than I am. But basically, if you do experience discrimination, you can file a complaint with the Commission. And according to their annual report from last year, you can correct me if I'm
wrong here, but the Commission received over 350 disability discrimination complaints, which was the highest number of complaints in a specific area, even more than race. So 34% of all the complaints received were disability-based discrimination claims, and the majority of them were in the area of employment. So just a quick rundown on the history. Linda already discussed the building code, where accessibility standards for new buildings were introduced in 1976. And in 1978, the Quebec government enacted an act to secure handicapped people in the exercise of their rights. I'm not sure, I haven't found an answer to this yet, why Quebec still uses the term handicapped, whereas in the Anglophone community we tend to refer to people with disabilities, but that's what the law says. As Linda mentioned, this created the Office des personnes handicapées du Québec, which I'll refer to as the OPHQ. It added the term handicap to the Quebec Charter, so people could then file discrimination complaints with the Human Rights Commission. It promoted the development of accessible sidewalks, parking spaces, and housing units, and planned for the accessibility of public transportation and telephone services within a reasonable time frame. In addition, owners of public buildings that were built before 1976 had to plan to make those buildings accessible within 5 years. Now, this is 1978, so you may be scratching your head going, I don't know what happened. It's quite puzzling, actually, because I've been doing a lot of research in this area for a few years, and Quebec was actually a front runner in this area back then. This legislation was considered cutting edge at the time, and we were kind of an international leader in this area, and somehow we've just fallen behind. So again, to put things in context, we heard a little bit about the international realm, but just to review it again, in 1975, there was the Declaration on the Rights of Disabled Persons. 1981 was the International Year of Disabled Persons, which became the Decade of Disabled Persons. And so things really, it's relatively recent again that people started becoming aware of these issues on a global scale. And in 2006, we have the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which as was mentioned earlier, Canada has ratified, but unfortunately has not ratified the protocol, which means that people cannot file complaints on an international level with the UN committee. In 2000, a new chapter was added to Quebec's construction code, and this introduced accessibility requirements for buildings undergoing major modifications or transformations, including those that were built before 1976. However, it only applies to sections of buildings that are affected by the renovations. And again, if you were here earlier, we were talking about renovations in Complexe Desjardins. Again, it's hard to understand sometimes how these buildings can be renovated today and still be somehow made less accessible. I'm not an architect or an expert in this. I've actually tried to get more information from the OPHQ, trying to decipher the really technical components and rules in the Code de Construction, and was told by some people there that they are not really able to decipher them themselves. So this brings us to 2004, with a law with a very long name, the Act to Secure Handicapped People in the Exercise of Their Rights with a View to Achieving Social, School, and Workplace Integration. And this was basically an amendment to the 1978 law. One of the biggest components of one of the biggest changes was modifications to the role of the OPHQ. So when it started in 1978, the OPHQ was actually responsible for overseeing a lot of service provision to people with disabilities. So people with disabilities were receiving their services, I think driver's licenses, things like this, directly from the OPHQ instead of from the same place as everyone else. So between 1978 and 2004, those services were outsourced to the appropriate ministries and government agencies, so people with disabilities could start to receive their services
The 2004 law requires an independent report on its implementation every 5 years. And again, there's something a bit strange with the math here. But the first report was submitted in March of 2012. If anyone, I had to really hunt around to try and find it. I've got it. So if anyone wants to hear more about it, you can come talk to me. The OPHQ's mandate has changed. It's still responsible for promoting improvements in the accessibility of buildings and helping people find accessible housing, which I gather is still a pretty big problem. The government was required to make a policy regarding access to documents and services, and this policy was adopted in 2006. And government departments and agencies also have to appoint a coordinator of services for people with disabilities. So basically someone who's responsible for preparing these action plans that I'm going to talk about in a second. But the report from 2012 noted that the coordinators that have been appointed don't have a lot of them don't have a lot of expertise in the area of disability. And there's a lot of turnover. And they don't necessarily have the decision-making power within their organizations, so they're kind of lower on in the hierarchy, and don't necessarily have the capacity to implement changes. One of the biggest new responsibilities in the 2004 Act is the obligation of government departments and agencies with over 50 employees and municipalities with over 15,000 inhabitants to file an annual action plan describing the measures that they've adopted in the past year and the measures they plan to adopt in the upcoming year to reduce barriers. Unfortunately, or fortunately, it depends, the law doesn't actually define the term barriers. So in the 2012 report, there was a lot of mention of people having trouble identifying exactly what barriers mean. So if you can't really identify what they are, it's hard to figure out how to remove them. The government also has to consider accessibility in procuring goods and services. For some reason, the report didn't actually address that provision of the law. The Minister of Employment must also establish a strategy for promoting the workplace integration of people with disabilities, and this strategy was adopted in 2008, and it's ambitious. It aims to reduce the gap in employment rates between people with and without disabilities by 50% by 2018. Now, that all sounds pretty good. Unfortunately, the downside of the lack of progress. To me, the two provisions that in some ways are the most important and could have the greatest impact on the lives of people with disabilities are the provision on public transportation, accessibility of public transportation, and the accessibility of buildings. So the 2004 Act required all public transit authorities to submit accessibility plans to the Minister of Transportation by 2005. However, as of 2011, only 16 out of 34 of the public transit agencies that are obliged to do so had actually submitted a plan. There's a lot of reasons for this, but I don't know. Again, this is transportation is a huge issue. If you can't get to work, if you can't get to your volunteer activities, your leisure activities, you're incredibly limited in how you can spend your life. In 2006, the Minister of Labour was also supposed to submit a report on the accessibility of buildings built prior to 1976, so before Quebec adopted its first building code. And within a year after having submitted the report, the minister was supposed to determine by regulation the categories of buildings that must be made accessible. The report was submitted late. It was submitted in June of 2008, and it found that the average degree of accessibility of a sample of buildings that are both government and private buildings was 54%. To date, no regulations have been enacted. So again, if we look at the math here, I'm terrible at math, but report was deposited in 2008. In the year following the submission of the report,
the government was supposed to enact regulations on which categories of buildings are supposed to be made accessible. We're in 2013, no regulations. And finally, the government had to update its disability policy, and it did so in 2009. The Equals in Every Respect policy aims to increase the social participation of people with disabilities within 10 years. I'm not sure how much time I have left, but I'm just going to quickly compare, now we've heard about our legislation here, and see how it measures up with the legislation in Ontario. So there's been an incredibly strong grassroots movement in Ontario to secure disability legislation. The Ontarians with Disabilities Act Committee was a group of volunteers and organizations that lobbied for disability legislation for about 10 years. And in 2001, believe it or the Progressive Conservatives enacted the Ontarians with Disabilities Act. However, this law proved to be quite a disappointment for the majority of the people in the disability community. It resembled, in many ways, the legislation that we have in Quebec right now, in that it only applies to the public sector. It focuses on preparing accessibility plans without any clear timelines for breaking down barriers. And it lacks sufficient enforcement mechanisms. So there's no penalties if people don't actually follow through on the commitments they've made in their accessibility plans. So the disability community continued to lobby for better legislation, not being satisfied with this law from 2001. And after elections were called in 2003, they pressured the new government for a stronger law. They succeeded. And in 2005, the Liberal government enacted the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act. The goal of this law is to make the province accessible by 2025. Again, pretty ambitious, but they seem to be on their way anyway towards achieving that goal. Unlike the legislation in Quebec and the previous legislation in Ontario, the AODA from 2005 applies to all people and organizations in the public and private sectors. That's one of the big factors for Quebec. I guess I'm not actually going to get through to my recommendations, but one of my big recommendations would be to have the legislation in Quebec apply to the private sector. As it stands now, the Quebec Charter applies to private businesses, so restaurants, shopping malls, this kind of thing. But the actual disability-specific legislation in Quebec only applies to the government and public entities. So, the legislation in Ontario and the United States have strong enforcement mechanisms, unlike our legislation here. So in Ontario, you can get a fine of up to $50,000 a day for people, or over up to $100,000 a day for corporations if you're not up to the accessibility standards. So this gives people a strong incentive to comply. It's a sad fact, but money talks. If people don't have a penalty for not adhering to the legislation, then there's much less incentive to actually follow through. So I could give you lots of information about the legislation in Ontario and in the US, but I don't want to take up too much time. I'll just mention that Manitoba is also working on enacting legislation similar to Ontario. They're really inspired by Ontario, and they're in the process of reviewing legislation that's been drafted already, again with clear timelines, unlike our legislation in Quebec. Yeah, so I would just say my recommendations for amending this law, it was only enacted in 2004, but as we can see, things have moved relatively quickly in other jurisdictions. And it's great to have rights on paper, but if they are not implemented in practice, it means relatively little.
And so I would suggest imposing obligations on the private sector, having stronger enforcement mechanisms. In Ontario, they have inspections. People can go around and make sure that businesses are complying with the accessibility requirements. So it'd be great to have something like that. And penalties for not complying with the legislation in order to make sure that things actually get moving. So thank you. Also quickly, we will try to make sure that your recommendations are online on our website. It's www.lesbarrierestombes.com. Oh, .ca, I'm sorry. Merci Mélanie. J'aimerais commencer en soulignant le travail fait par Mélanie parce que la recherche qu'elle a faite, c'est vraiment la première fois que cette recherche-là était faite. Ça a peut-être l'air de base, mais c'est peut-être difficile à croire. Mais Mélanie a vraiment fait un travail qui n'avait jamais été fait. Et je pense qu'un des problèmes majeurs que l'on a au Québec, c'est qu'on n'est pas au courant de ces choses-là. Moi, je suis impliquée dans le milieu de la défense des droits des personnes handicapées depuis environ 5-6 ans. Et je peux affirmer que la majorité des gens qui travaillent dans le milieu ne sont même pas au courant de ce que Mélanie vient de nous dire. Et je dis ça, j'espère que ça sonne pas comme une critique envers ces gens-là. C'est plus pour expliquer le climat dans lequel on est actuellement au Québec. On est, je dirais, dans une grande noirceur, carrément. Et je n'exagère pas. Donc, évidemment, les personnes handicapées font partie du groupe de la population qui est le plus marginalisé. Donc, notamment au niveau économique. Quand on est marginalisé au niveau économique, c'est rare qu'on peut sortir de notre pays pour aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est le cas actuellement. Donc, on est actuellement isolé, on n'est pas au courant pour la plupart des gens de ce qui se fait à l'extérieur. Donc, j'aimerais parler brièvement, dans le fond, de mon histoire personnelle. Vous avez constaté, moi, je me déplace en fauteuil roulant depuis l'âge où j'ai été en mesure de conduire de façon autonome un fauteuil électrique. Puis, j'ai étudié à l'UQAM, j'ai fait mon bac ici en sciences politiques. Ça va avoir l'air vraiment niaiseux, mais jusqu'en 2009 environ, je ne savais pas que le fait que je ne puisse pas prendre le métro, c'était de la discrimination. Pourtant, j'ai fait, je veux dire, l'école primaire, secondaire, avec des très bonnes notes, un cégep en sciences humaines, relations internationales, un bac en l'UQAM, en sciences politiques. Et c'est finalement, par mes propres recherches, par des rencontres que j'ai faites, notamment avec Linda Gauthier qui est ici, que j'ai finalement un jour allumé, en sortant de Montréal, en voyageant ailleurs, que je me suis mis à m'enseigner, puis que j'ai su que c'était de la discrimination. Donc, imaginez le nombre de personnes handicapées au Québec qui ne savent même pas. On a comme pris un peu pour acquis aujourd'hui, bon, la discrimination, c'est ci, ça, ça. Mais encore aujourd'hui, en 2013, je peux vous affirmer que la majorité des personnes en situation de handicap au Québec ne savent même pas ce que c'est que la discrimination fondée sur le handicap. Donc, imaginez les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, comme il y a une incompréhension vraiment, vraiment totale. Je fais présentement mon doctorat en sciences humaines, plus particulièrement en histoire, et j'aimerais, dans le fond, vous donner une espèce plus d'étude de cas. Moi, ce qui me passionne, c'est les transports. Je suis chanceuse parce que je peux pas m'en servir et ça m'intéresse, donc espérons qu'un jour, je puisse contribuer à améliorer les choses. Donc, Mélanie a parlé de la législation, Linda aussi. Quand la loi a été adoptée en 1978, une chose on a mentionné que cette loi-là, à l'époque, était très avant-gardiste, puis c'est vrai pour l'époque, mais ce qu'on ne mentionne jamais, c'est qu'à l'époque, la communauté des personnes handicapées n'était pas en faveur de cette loi-là. Donc, c'était les années 70 au Québec, ça bougeait beaucoup. Les personnes en situation de handicap n'étaient pas à part de cette mouvance politique-là. Elles étaient regroupées, elles avaient des associations déjà à l'époque, pour la plupart très peu financées.
Elles s'étaient mobilisées, elles avaient envoyé des mémoires à Québec pour dire, nous, on n'en veut pas de cette loi-là, on veut pas de protection, on veut pas une loi à part, on veut tout simplement être inclus dans la Charte des droits et libertés, on veut pas non plus de concepts flous, de quand est-ce que peut-être qu'un jour, il faudrait que ça soit accessible. Les gens étaient vraiment mobilisés. Bon, il y a eu des améliorations qui ont été apportées en 1978 par rapport au projet de loi qui avait été déposé en 1976. Malgré tout, lorsque la loi a été adoptée, moi, selon mes recherches, la communauté des personnes handicapées n'a pas crié victoire. Loin de là. La création de l'Office des personnes handicapées a été vraiment une amère déception pour les personnes qui militaient pour les droits des personnes handicapées. Parce qu'on disait que ça va être un office qui va nuire à nos droits. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? 2012, le RAPLIC a déposé des plaintes à la Commission des droits de la personne parce que je pense que la majorité des gens qui sont ici sont au courant, mais le système de transport en commun de Montréal est l'un des plus inaccessibles dans les grandes villes occidentales. Il y a seulement 4 autres villes en 2007 dans le monde occidental qui n'avaient aucune station de métro accessible. Donc, ça vous donne un peu le portrait de la situation, là. Donc, vraiment, on constate que Montréal fait classe à part. Puis malgré cet état de fait-là, que je veux dire, on peut pas se le cacher, les faits sont là. Ben, en 2012, l'OPHQ a réagi timidement aux plaintes massives déposées par le RAPLIC en disant, bon, peut-être que l'inaccessibilité du métro, pas peut-être, mais l'inaccessibilité du métro pourrait compromettre la sécurité des personnes handicapées et l'exercice de leurs droits. Donc, on constate que, dans le fond, les inquiétudes des personnes handicapées dans les années 70, la création de l'OPHQ, ben aujourd'hui, le malaise est là. La communauté n'a jamais supporté cet office-là, mais les gens, en général, pensent que c'est l'office, ben, le nom le dit, hein, l'office des personnes handicapées. On pourrait croire que cet office-là est là pour les droits des personnes handicapées, mais ce qu'on constate la majorité du temps, c'est que cet office-là nuit à la progression des droits des personnes handicapées. Donc voilà où nous en sommes, dans une espèce de blocage, je dirais, au niveau, malheureusement, du Québec, avec peu de plans, comme on parlait au niveau des transports. Ce que Mélanie a évoqué, on parle de, selon la loi, ce qu'on doit faire, c'est d'adopter des plans. Donc, actuellement, donc les sociétés de transport, par exemple la STM, doit soumettre un plan au ministère des Transports du Québec. Et c'est ce ministère-là qui est responsable d'approuver ou non le plan. Mais qui est-ce qui finance la STM pour faire l'installation d'ascenseurs, par exemple, dans le métro? C'est le ministère des Transports du Québec. Donc, dans le fond, le ministère qui est responsable d'octroyer les fonds est celui qui va finalement décider si oui ou non la société de transport se conforme à la loi. Donc, on est vraiment à des années-lumière du 2025 de l'Ontario. Puis pour les gens qui se posent la question, ah, c'est beau, c'est sur papier, tout ça, est-ce que vraiment ça bouge? J'ai eu la chance de voyager, puis c'est vrai que ça bouge. Donc, dans le fond, on espère que même si le climat politique a changé énormément, que la révolution, dans le fond, qui aurait dû avoir lieu dans les années 70 et qui a en partie eu lieu, mais qui a finalement un peu été écrasée par la création d'un monstre. Je veux dire, sans porter attaque aux individus, faut que les gens, on commence à réaliser que l'Office des personnes handicapées, actuellement, brime les droits des personnes handicapées, nuit également à son avancement. On doit changer les lois. La loi électorale du Québec prévoit que lors des jours des élections, c'est correct s'il y a des bureaux de vote qui ne sont pas accessibles au niveau de la province, là, pas juste de Montréal. Donc, il y a énormément de choses à changer. Puis, le problème qu'on a actuellement, je pense, c'est au niveau de l'information, que malheureusement, la communauté, actuellement, au Québec, est mal informée des droits. Donc, on est dans une université présentement. Il faut exactement que les programmes universitaires soient de plus en plus ouverts. Hein, c'est pas normal que j'ai pu faire un bac en sciences politiques à l'UQAM sans même être au courant que qu'est-ce que c'était que la discrimination fondée sur le handicap.
Donc, voilà, mais merci. Well, thank you everyone for being here this evening. I will also Merci, merci Laurence. C'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Comme bonne Camille, le message, ça va passer, crois-moi. On en profite aussi pour saluer Madame Mouzarel qui s'est jointe à nous. Et je passe maintenant la parole à Pietro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai manqué un signe. I will forge ahead in English as was designated by the setup, basically for the presentation. I'd like to first of all thank my fellow panelists for providing a lot of background and information that I think is very useful to public knowledge and stuff that is not necessarily public knowledge. My discussion is much more on a personal level, and I thought that I would present personal anecdotes and my own history to exemplify the life of a person who's living a visual impairment and that is nonetheless able to function, because I think, way down, I'm an optimist at heart. I heard something just recently at the Massey Lectures program that's put on by the CBC that I thought was really inspiring. And it really speaks to optimism for humanity, and I'd like to share it with you. I just would like to say that I don't remember the name of the author, so you'll forgive me. But basically what he said was that we are human beings living in an analog world. We're analog individuals living in a digital world heading for a quantum future. Now that is a very optimistic expression, and that's a very optimistic thing to say, because it means that technology and development and civilization and evolution in general are going to lead us into a world which, in 30, 40, 50 years we won't be able to recognize. And in that, we have to be able to find a way to fit in. We speak about universal access, we speak about many things, but ultimately what it comes down to is the individual. We as human beings have to find a way to make it known that we exist, that we are the same as anybody else, and we have the same rights as anybody else. This applies to not only people with disabilities, but people from different backgrounds. And I hope that in the next 5 to 10 minutes I can elucidate a little bit more on that point. I've been working in the community sector for close to 30 years now. And I've worked with groups from different cultural origins. I've worked with disabled groups. I worked for the COFAN for a while. I worked at the NCA. I worked at the NNB. I've been basically trying to represent the disenfranchised from different, spectrums of society. And what I find, what I've discovered, and what I keep discovering, is that everybody has a story and everybody has a challenge. And when we are looking at this from the outside, as I'm looking at it always from the point of view of somebody with a visual impairment, it's very hard to understand where each of us are coming from. It's easy to be sympathetic, but even as professionals trying to help either the disabled or the disenfranchised in any other way, it's very hard to be empathetic. And I think that is a challenge that we all have to face from every level of society. When I started working at the YMCA of McGill, or the Yellow Door, I walked into the interview with my cane in hand. Now, it was folded in my hand. I wasn't walking with my cane because as a young man, I was very proud, and I wasn't really too proud of the fact that I had a disability. I had still a lot of issues to iron out, and a lot of us often do. But I thought, at the very least, I would identify myself as a person with a disability because I cared about the job, I cared about where I was working. I wanted them to know
that I took it seriously and that I was going to do a bang-up job and that they should hire me, and that was the end of it. Now, keep in mind that I was also an employment counselor. I had been an employment counselor at l'INCA, and I realized how hard it was for people with visual impairments to find jobs. And in fact, what I knew as an employment counselor was that the visual impairment was the disability that scared employers the most, and that came from surveys. So obviously, I knew I had my work cut out for me. But to the credit of the board members, and there were 13 of them in that room that particular day, they hired me. And I started working right away. They had been missing the director for 3 or 4 months or longer, I think, and there was a lot of work to do. So I started working right away, and with the help of my staff and the board members, we managed to put the organization back on the rails, and I was very proud of my accomplishments. But by September, when it came time to fill in the Centraide grant, which is one of our major funding bodies, it was getting a little tiring. I'd just been married, a lot of things were happening. I just moved into my own apartment with my young wife, and basically at that particular point in time, on that day, it was a beautiful sunny September day, I needed a walk down the neighborhood in the McGill Ghetto. I don't know if you all, well, it's not far from here actually, you must realize what it's like. When I got to the corner, I tried to cross the street. There was a station wagon stopped at this corner. I thought the station wagon was just going to take off and pass me by, but unfortunately the station wagon was dragging a U-Haul, and it clipped me and carried me, I would say about 100 yards. And to this day, I don't know if, it doesn't really matter whose fault it was. Maybe I was a little responsible for that. Maybe I shouldn't have stepped forward. Maybe I didn't step forward. Maybe he turned and shouldn't have. But maybe if I would have taken my cane, maybe he would have seen me, and maybe I would have protected myself. So who's responsible there? It's hard to say. The point is, with that little incident, and a few torn ligaments and bruises and I think even a concussion, I managed to eventually make my way back to work, but I was not the same person anymore. I'd lost a step, as they say in hockey. I was not able to regain the same kind of autonomy and confidence. I consulted the L'Institut Nazareth Louis Braille. I got mobility instructors to help me out, and they were very confident in the way they were helping me, and they said, well, you're very courageous and you seem to know what you're doing. You're using your hearing, you're using your other senses. And they felt very confident in my ability to walk around, but I did not. It's very scary to be out there and not be able to see where you're going, especially from somebody like who is, as in my case, is still very proud and is reluctant to even use a cane. A few years later, I had some eye surgery, which basically eradicated what was left of my vision, which made me even more dependent and more in loss of autonomy. But there's a happy ending. Today, I'm still the director of the YMCA of McGill. I have 2 young children. I have my own mortgage, which I think is something we should be proud of, or not, maybe. I'm part of several boards, including people working from co-ops and low-income housing units. I represent a group of young people looking for work, young visually impaired people looking for work. It's called the CEMO, Horizon Travail. I am a part of a table de concertation du Grand Plateau, representing seniors and other community organizations in the area, along with what I'm doing, at the Yellow Door. So that gives me a pretty full life, and I'm able to do that because I changed my attitude. The idea is, just like the title to my speech says, you can't give up, you can't stop, because I think, in fact, you get tired of living inside your own head. You get tired of just feeling sorry for yourself. It would be very easy to just sit at home and feel sorry for yourself, but you can't. I don't think I have the physical or mental capacity to do that. So I keep going, and you have to do this despite the fact that sometimes the people around you are not helping in the situation, because they're telling you, well, how could you, you must have other senses that help you along, and that's just an urban legend. You must really be scared. Well, maybe I am, but I have to keep going anyway. Or my favorite one is, why don't you have somebody else do it for you? Well, yeah, well, that's easier said than done sometimes. But
We have to pick ourselves up by our bootstraps and get out there and do our jobs. And there's nobody else that's going to do it for you. One day after this most recent holidays, I was at home with my kids and my mother-in-law, and we had a 47-inch dumping of snow in the city. And my wife was out working, so I had to make sure that the driveway was plowed and shoveled. And every 15 centimeters, I would go out and shovel the snow, my driveway and my walkway. And every time I went out, my mother-in-law would say, well, maybe it'll stop. Maybe you shouldn't do that. And every 15 centimeters, it was like torture, because she would come out and she said, no, well, maybe. And finally, she was exasperated, and she said to me, she said, why don't you get a man to do it? And I said to her, well, look around. I think I'm the only man here. It's really not because people have negative outlooks or negative viewpoints. It's because people don't know. Sometimes you just have to take it all with a grain of salt. They're not gonna stop you from doing something, but with their words, they can make it very difficult. And you just have to keep pushing through. That's what I've been doing. In terms of our own experiences, everybody has their own story, and I find it really amazing that I've heard some really nice things today, and not so nice things. But I know that now I use adaptive transport and I get to my appointments on time, and I know that I'm able to function. And when people see people, disabled individuals like me, sometimes they scratch their heads and wonder how do you do it? It doesn't really matter how you do it. You can think you're a hero in your own hand, but basically they have their own challenges and you have yours, and you just have to push through. And my adage is always the same. It's never changed. You can love me, or you can just tolerate me, but I will not allow you to forget me. And that is a message that we can take to any level of government when it comes to disabled people, when it comes to people of different races, when it comes to any people who are disenfranchised. Love me, or merely tolerate me, but you cannot forget me. Thank you. Merci beaucoup, Pietro. Thank you very much. We have about 45 minutes left, environ 45 minutes encore pour des questions, débats. Et je crois que la façon la plus simple, ce serait peut-être qu'on utilise le micro pour les personnes qui auraient des questions. Alors, est-ce qu'on ouvre la discussion? Je vous demanderai de simplement vous identifier avant de poser votre question. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Marc. C'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire en rapport à ce que Mme disait tantôt pour la conception des bâtiments, pour les rendre accessibles. Moi, je suis l'adjoint accompagnateur de Mme Perrault. Avant ça, j'ai œuvré sur la construction, ici, dans plusieurs édifices, en rénovation ou en construction d'œuvres. Puis j'ai eu à parler avec des ingénieurs qui inspectaient les chantiers, puis je les ai mentionnés parce que j'accompagne Manon bien avant son arrivée. J'ai accompagné parce que ça se trouve être ma sœur aussi. Je l'ai accompagnée à plusieurs endroits avant qu'elle soit députée fédérale. Et ça m'a sensibilisé à la réalité des personnes qui vivaient avec une mobilité réduite. Puis j'ai mentionné à des ingénieurs que des fois, ils faisaient un escalier d'accès, je veux dire 15-20 pieds de large. C'était rien de prendre un 5-6 pieds pour faire une rampe d'accès. C'est pas vrai que c'était plus coûteux de les faire immédiatement. J'en ai fait des rampes d'accès. Et puis, je leur ai mentionné que c'était pas juste pour ces personnes-là. Une dame qui arrive avec un carrosse d'enfant, qui sortent un escalier de plusieurs marches, c'est pas évident. Une personne âgée qui arrive avec une marchette, c'est pas évident. C'est peut-être pas ça prendrait une volonté peut-être plus de vouloir bien faire les choses que de vouloir simplement les améliorer. Des fois, moi, j'ai constaté qu'il y avait un manque
je pourrais dire, j'ai le mot appréciation, mais c'est pas ça. Les gens, on dirait qu'ils veulent pas se donner le trouble. Ben, c'est pas nécessairement du trouble, mais ils veulent pas. C'est pas ancré dans la mentalité, puis ils veulent pas nécessairement donner la peine de créer ça. Ils disent oui, on va en faire une rampe d'accès, mais elle est en arrière du bâtiment. Faut que tu fasses 1,5 km pour t'y rendre avec tout le trajet et tout ça. Puis je vous ai mentionné, avec de la neige, c'est pas évident. Donc, des fois, c'est pas juste. C'est de penser à bien faire des choses dès le départ. Puis ça éviterait des coûts supplémentaires, parce que c'est pas vrai que dès le départ, quand ils sont bien faits, ça apporte des coûts, que c'est des coûts supplémentaires. Moi, ce discours-là, j'embarque pas là-dedans. C'est tout. Merci. Est-ce que une réaction des panélistes? Ben moi, j'aimerais... Oui, c'est ça. Puis je vous remercie beaucoup, Marc, de votre intervention. Justement, il y avait des personnes qui n'étaient pas encore arrivées tantôt. Puis j'ai fait plusieurs interventions. Là, on va parler pour Montréal parce que c'est ici, même si on est de juridiction provinciale, nos actions sont concentrées plus à Montréal à cause qu'on est un groupuscule. Là. On est quand même des bénévoles, puis on n'est pas plusieurs. J'ai fait plusieurs interventions justement en conseil de ville, en conseil d'arrondissement, à savoir que il y a l'article 193 de la loi sur le bâtiment qui fait en sorte qu'une municipalité peut édicter un règlement au-delà du code de construction en justement disant que, bon, ben écoutez, c'est comme ça, quand il y a soit un changement de vocation de bâtiment, c'est le temps, là, changement de vocation, où je ne trouve pas le nom exact, mais qu'il fasse une mise en accessibilité quand il y a des transformations majeures qui cessent justement de toujours faire des dérogations. Puis ça, c'est de juridiction d'arrondissement, là. Fait que j'ai adressé ma demande à plusieurs reprises. La dernière date du mois dernier. C'est sur la table. On est censé me revenir avec ça. Là, est-ce qu'on va réagir plus fort cette année à Montréal parce qu'on est en année électorale? Je me pose la question. Que ce soit qu'on soit indépendant, qu'on soit de Vision Montréal, de Projet Montréal, d'Union Montréal, il faut vraiment que ça change, là, parce que là, on régresse. Là, on a amené ces partis-là, nous, au pouvoir, où on a voté pour eux. On a besoin d'aide aussi, là. Tu sais, quand même, je pense qu'on est en train de souvent le rappeler, que là, je ne veux pas nous prétendre les meilleurs, mais on fait souvent la job. Ça, on est le caillou dans la chaussure de plusieurs instances, j'aime à le répéter. Mais c'est parce qu'on ne peut pas faire la job des politiciens, nous. Fait qu'on leur demande de nous aider. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir apporté cet aspect-là, M. Marc. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'on prend une autre intervention du public? Oui. Guetta Cousineau, président de la Commission des droits. Je salue Mme Gauthier, puis le rapplique pour tout le travail qu'ils font. Puis c'est vrai qu'elle soumet de nombreuses plaintes, puis elle doit le faire aussi. Le défi est très grand au Québec, mais ailleurs aussi. Tantôt, on mentionnait qu'à la Commission, l'année passée, il y avait 355 plaintes au motif de l'handicap. C'est la même chose cette année, c'est toujours ce motif-là. Mais ça, c'est pas juste au Québec. Je vous dirais que c'est l'ensemble des commissions de droit du Canada et probablement de l'ensemble des commissions du monde entier qui reconnaissent, qui sont structurées avec un processus de plainte, là, où l'handicap est toujours le plus haut en termes de nombre de motifs d'interpellation des commissions. Alors, on n'est pas différent des autres de ce côté-là. Les défis sont grands. La commission ne peut pas légiférer. Donc, on est toujours en train de regarder les plaintes et les interventions qu'on fait en fonction de la législation qu'on a au Québec. Il y a des législations ailleurs. Je vais vous donner l'exemple suivant. Peut-être vous suggérez même d'aller voir. En France, ils ont donné une loi en cadre en 2005
en se donnant comme objectif de rendre plein de choses accessibles. Je vous le souligne parce que vous parliez beaucoup d'immeubles patrimoniaux. Puis si on pense à Paris, par exemple, vous avez la chance de visiter le nombre d'édifices patrimoniaux que la France a. Et ils ont trouvé le moyen de créer cette obligation que ces édifices deviennent accessibles. Et ils sont très heureux, d'ailleurs, du résultat, parce qu'il semble que, pour la plupart des Français, les gens de la France, qui reconnaissent que ça n'a pas nui à l'apparence patrimoniale des édifices dont lesquels ils étaient fiers. Donc, ils sont très... Même parfois, ils disent que c'est même plus beau qu'avant, pour différentes raisons. Donc, on peut voir que c'est pas... excusez-moi, là, c'est un défi, il faut la volonté, puis il faut aussi la volonté budgétaire. Tout système de l'accommodement, j'entendais dire, je ne savais pas que j'étais discriminé parce que je n'avais pas accès au métro. Je peux vous dire qu'en France, ils ont abandonné l'idée, que le métro devienne accessible. Pour eux, c'est inaccessible en termes de coûts et architecturellement. Donc, ils vont tout baser le système de transport accessible autrement que par le métro. Donc, c'est complètement abandonné comme idée. Ils ne toucheront pas du tout. Nous, ici, on a des plans qui, pour plusieurs, vont paraître trop longs parce que, encore là, donc, c'est l'accommodement dit raisonnable, donc raisonnable en termes de coûts, le caractère excessif des coûts, tout ça. On est en train de regarder suite aux plaintes les plans qui nous ont été soumis de la suite de transport et voir si en termes de calendrier, de coûts, de volonté d'agir, voilà, c'est un peu ça dans ce temps-là qu'on va regarder les plaintes. On a souligné au gouvernement récemment, toujours en fonction de la Convention des droits des personnes handicapées, la Convention internationale, le Canada en est signataire, donc ça s'applique au Québec, de l'importance d'agir dans ce domaine-là. Récemment, on a fait, en termes d'accessibilité d'emploi, on a noté au gouvernement qu'il fallait tripler les occasions d'emploi pour les personnes à handicap, donc d'embauche, si on voulait atteindre les minimums, donc un plancher d'accès. Puis là, on rappelle au gouvernement que si ces gens-là ont des emplois, bien, il faut qu'ils s'y rendent, il faut qu'ils reviennent, il faut qu'ils aillent au resto comme tout le monde, etc. Donc, il y a plein de choses à régler si on veut avoir une société égalitaire de ce côté-là. Alors, je vous dis, le défi est grand. Il ne faut pas cesser d'agir ensemble de ce côté-là pour pousser... Est-ce que c'est par une nouvelle législation avec des critères? On parle d'accessibilité d'édifices et le respect du code du bâtiment. Vous savez, j'ai été maire d'une municipalité. J'ai été président d'une communauté régionale dans une autre vie. Vous savez, on a plusieurs vies dans une vie. Alors, j'ai fait ça longtemps. Et je peux vous dire que l'application par les municipalités, c'est toujours dans l'inspection. Alors, si, par exemple, vous soumettez un plan qui prévoit, en vertu du code du bâtiment, l'accessibilité, mais que la construction finit par être différente du plan, alors, et il n'y a personne qui va inspecter ça, bien, ça va passer. Alors, cherchez pas des explications autres que celles-là pour voir un peu, comprendre comment ça se fait qu'il y a une loi. Mais on n'a pas ici, on ne s'est jamais donné un système, on ne s'est jamais payé un système de vérification suffisant pour s'assurer de ces choses-là. Et il n'y a pas un certificat qui va venir dire, là, les temples, j'ai conçu ma bâtisse, puis elle est conforme aux critères d'accessibilité du plan, puis avoir son étampe avant que quelqu'un puisse rentrer dedans. On n'a pas ça ici, vous voyez. Ça serait ça le moyen pour assurer. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'il faut se donner avec les dents, comme vous parliez, des amendes ou des critères du genre pour les donner. Je co-préside un comité de travail à travers le pays. La nouvelle convention... ce qu'elle a de spécial, cette convention-là, c'est la première convention internationale où les gens qui ont... les associations ont participé, des associations de personnes ayant des handicaps, de différents types d'handicaps. Et c'est la seule convention qui est prévue que l'étude, on parlait de la méthode onusienne de revisiter puis de voir si les pays sont conformés aux obligations de ces conventions-là. C'est la seule convention où c'est dit que ça va se faire aussi avec les gens. Les associations, donc, jamais, parce qu'ils ont dit « never again without us hein, », jamais plus sans nous autres. Alors, elle a ça de particulier. Ici, au pays, on n'a même pas pu s'entendre là, quel organisme va surveiller ça. Au Canada, on voyait comment est-ce qu'on est loin de l'exercice. On n'a pas juste signé le protocole, on n'a même pas convenu. La Commission canadienne était prête à jouer ce rôle-là, puis le gouvernement ne lui donne pas ce mandat. Donc, il va être ailleurs, probablement dans peut-être le ministère du patrimoine ou un autre ministère du gouvernement du Canada, mais pas une organisation à distance. Alors, on a beaucoup de défis, là, si on veut s'assurer de faire bouger les choses. Alors, mon petit 2 cents dans votre réflexion. Merci. Merci, M. Cousineau. Merci.
une petite parenthèse à Petite faire. réaction. Excusez-moi. Ouais, je voulais juste apporter juste une petite précision sur ce que vous disiez par rapport au métro notamment. En fait, la question elle est pour Paris et c'est à Paris qu'ils ont décidé de ne pas rendre le métro accessible parce qu'il y a une question de propriété. En fait, le métro n'est pas propriétaire des sols qui sont au-dessus, donc ils ne peuvent pas faire les travaux. Par contre, pour les autres villes, il n'y a pas de dérogation qui a été mise en place. Et donc il y a obligation aussi qu'il y ait un plan de transport accessible pour toutes les villes à partir de 2015. En sachant après que... Voilà. En sachant effectivement qu'après, il y a quand même... comme vous disiez tout à l'heure, le fait que ça ait peut-être plus avancé, je pense que c'est principalement dû au fait qu'il y ait des amendes qui étaient mises en un système d'amendes qui a été mis en place. Donc ça sera après 2015. On commence déjà à reculer parce qu'on sait que le coût des travaux est très cher et que finalement, il y a beaucoup d'audits qui ont été faits. Moi, je travaillais anciennement dans un bureau d'études qui s'occupait spécifiquement de l'accessibilité pour les personnes handicapées, donc de faire des audits sur des bâtiments existants pour les rendre conformes en termes d'accessibilité. Donc on a fait toute la partie d'audit puisque c'était la partie qui était la moins coûteuse. Donc c'était à faire avant 2005 exactement, sachant que moi je suis parti l'année dernière et qu'on était encore dessus. Enfin avant 2010 et j'étais encore dessus l'année dernière. Il reste encore à peu près 1 an à 2 ans, ne serait-ce que pour les bâtiments publics. Et là, on parle simplement de la phase d'audit, en fait, c'est-à-dire de faire les préparations pour les travaux, de chiffrer et de voir avec les maîtres d'ouvrage pour prévoir la mise en accessibilité par la suite. Donc, théoriquement, c'était pour 2015 que les travaux devaient être faits, mais on sait que, vu la portée des travaux, ça sera vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus long. Voilà, je voulais juste préciser quelque chose là-dessus. Merci. Merci. Avant de passer à une autre intervention, je voulais juste faire une petite parenthèse. Est-ce que monsieur, je ne me souviens pas de son nom de famille, mais je ne sais pas s'il est encore là, le monsieur des gestions Georges Coulombe? J'espère qu'il n'est pas parti, puis ça a l'air qu'il est parti. J'aurais aimé ça avoir son son de cloche par rapport à, justement, l'amalgame de l'accessibilité universelle et la conservation du patrimoine. Ça aurait été la bonne personne à me répondre aussi, mais... Merci. Est-ce qu'on a une autre intervention du public? Oui? Hi, I'm going to be speaking in English, and I'm taking off my interpreter hat. So now I'm going to talk as an advocate for the deaf. My name is Natalie Constantine. I've been interpreting for 20 years. I got my education at McGill University in psychology. And then I went to New York University to study interpreting and to become a teacher for the deaf. I emphasize teacher for the deaf because there are no teacher for the deaf programs in Montreal at the CEGEP or university level, which is a real shame. I worked at the Lexington School for the Deaf, which is an institution that's about 155 years old in New York. And I'm a Quebecer. I'm a third generation Quebecoise. And I came back to Montreal to live in 2006. When I came back, I was hoping to find a job as a teacher for the deaf, but there were no schools for the deaf. Only the Mackay Center, which I found was very archaic, like a dinosaur school going back maybe 30 years. There were children ages 10 to 15 in one class. And I was saying to myself, how can we progress? This is like going back. I also was a job coach with deaf adults working in the job sector, helping, being a liaison, using sign language just to be a mediator between the deaf employee and the hearing employer, who often had 30 or 40 people under him or her, and the deaf person needed more attention, learning their task, learning their skills, and I would slowly step back, but help them with all the benefits. And many deaf people that I've worked with do not have strong literate skills. And that's something that I would like to see changed. I think we need to have better, I'm sure in the French sector, with the deaf people who communicate with LSQ, Langues in Quebec,
may also want to have better literacy programs to improve the language, the written language, which is a big issue. And because I was a teacher of language, English, primarily English as a second language, I saw a lot of problems. So coming back to, one of my students I'm just very proud of. She's a New York girl. She came from the projects with no money. Her father was a drug addict. Her mother abandoned her. She came to Lexington School for the Deaf. I can say with great pride, she was my student. She's the first Black deaf woman lawyer in America. And she works with ADA, the American with Disabilities Act, for all people with handicaps, not just deaf people, in Washington, D.C. I've worked with many students as an educational interpreter in Montreal for the Lester B. Pearson School Board. Unfortunately, as an interpreter, we work hand in hand with the deaf community. The deaf community are our friends. Yes, we interpret, yes, we remain neutral, but we hear vicariously and constantly from our deaf clients and consumers the problems that they face, especially in the health sector. What I find appalling is the lack of ability or of having more than 10, apparently in the government, you cannot have more than 10 sessions with a mental health specialist. So if you need counseling, once your 10 sessions are up, you lose your interpreter as a deaf patient, and you also lose your psychologist, psychiatrist, or psychotherapist as well. And then it gets reinstated later so you can continue. So there's a break in your recovery. I find that very shocking. I also found it shocking as an interpreter that in some agencies here, they've hired one interpreter to service the whole public sector. Now, how can one interpreter be at the Jewish General Hospital or St. Luke Hospital at the same time? How can one interpreter who might be a female, like me, go and into a doctor's office with a patient who's a male, and he has to strip down? How is that possible? Interpreters work as a team. We need each other. The problem is that the government doesn't want to pay us. So what happens is that we as interpreters, we get disillusioned. The deaf person gets disillusioned, and we're trying to work together. But we all need our bread and butter. We all need to work. I have 2 young children, and as a freelance interpreter and also working for an agency in Montreal, it's very, very difficult. So these are some of the obstacles that we face. Often when it's a mental health issue, a deaf person would like to continue with the same interpreter if they like that interpreter, because as an interpreter, we are the extension of that person's arm. 9 times out of 10, I have to tell you that the deaf people will always thank me. They're always appreciative. They don't look at me or any interpreter as a crutch. They look at us as somebody who's helping to facilitate, and I use the word facilitate, communication, so they get their services. And it's a very, very important relationship. Unfortunately, the government interferes too much in telling us, oh, well, we're not going to pay you for that. We're not going to pay you for that service. We're not going to pay you. So who's going to pay us? The deaf people, unfortunately, in Montreal, the majority are at poverty line or just above poverty line. It's a domino effect. In the workforce, why aren't there more employers? RBC Bank, for example. Other corporations employing more of these deaf, capable, bright people. I've also worked with many deaf people who have syndromes, who are in wheelchairs and have deafness, who are autistic and have deafness also, or CP with deafness. So these are challenges, but every person I have worked with is bright and capable and of working and functioning in society. And there's no reason why that the government can't create job programs, give money to promote people who are deaf, and I'm sure in other handicaps as well, with more liaison types of people like me. Like, I would love to have a job where I'm using my sign language skills
working for a corporation like RBC that employs deaf people and being that person who will sit, I don't care if it's 2 days, 3 days, 4 days, to make sure that deaf person is inclusion, not neglected, not isolated, understands what they're doing so they can be independent and an excellent employee, which 9 times out of 10 they are, because I've seen that and I know that that's possible. So that's, in a nutshell, what I want to say. I know about all the problems, and my goal, because I'm a positive person, is to seek, if anyone wants to jump on the bandwagon with me and seek solutions, ways to write letters, ways to, ask government officials to please, we need the money, we need the support. It's not just money that's going for nonsense. We don't want to put people in institutions. We want people to get out there and function as independently as possible. These people are capable and they can. Thank you, Nathalie. Thank you, Nathalie, for your comments and also for your contribution tonight. One quick response, then we take an additional question. Oui, ben, je vais être très brève. Je pense que j'ai plus rien à dire. Et puis, ben, je veux seulement souligner rapidement le courage de Linda, de Laurence, tout simplement parce que quand on est une personne handicapée et puis qu'on essaie de revendiquer des droits que la majorité des gens ont, bien, effectivement que c'est pas facile, puis il faut énormément de détermination de le faire jour après jour sans jamais lâcher prise. Puis dans le fond, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on revendique des droits qui est normal, que la majorité des gens ont. Et puis, c'est tout simplement ça que je veux dire, parce que c'est vraiment un travail formidable que vous faites. Je sais que vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui, mais je sais qu'un jour, il va y avoir des retombées sur qu'est-ce que vous faites. Et puis, c'est vraiment fantastique. Merci. Merci infiniment. Okay, so I might do this in English just so I can speed through, because I confess I have so much to say. I've got like a page of notes here. I've been researching these issues for a few years, and this is the first chance I have to actually talk to people about them, so I'm pretty excited. I'm glad that we have an ASL interpreter here, and we have someone with a visual impairment, because I think something we really need to keep in mind, we focused a lot on mobility impairments tonight, but universal design actually takes into account all sorts of different kinds of disabilities. So people with vision impairments, intellectual disabilities, deafness, mental health problems. And in Ontario, for example, when they're addressing the accessibility of public transportation, it's not just making things wheelchair accessible. They're also, people fought really hard to get them to announce all the stops on the line, both visually and orally, so that can accommodate people who can't hear and who can't see. So there's a lot of things to take into account in universal design. Before I forget, there should be a handout, I think, with all the information I presented today, because I have felt kind of like a spy in law school. I think people, the law is kind of a secret, and I think that knowledge is power, so I'm trying to spread the word. There's links to a lot of the documents I referred to, so if you want to get that, and I hope we're going to post them online, just to get this information out there so that more people can try and claim their rights. And also, I think the term undue hardship, contrainte excessive, came up a few times. I think it is really important in this area of the law. So perhaps it is unrealistic to expect a small business with 1 or 2 employees to pay, goodness knows how much it would cost them to build a ramp. But there is a balancing involved. I understand why the symbol of justice is often a balance, because there's so many factors you have to take into account. So it is about, trying to spread the costs over the long term and just keeping all these things in mind. So, and deaf interpreters. I was actually doing a clerkship at a municipal court here, and there was someone, it is actually the law that they have to provide interpreters in criminal proceedings, but there was a deaf-blind man who was having to kind of
communicate with his lawyer and the judge in writing because there was no one there to interpret for him. So I don't mean to be a downer, but there's just a lot of work to do. Merci, Melanie. Another question. I think we have two, one in the front and one in the back. So first of all, I want to thank you all for coming. This question is specifically for Pietro. As I'm a member of the disabled community in that I have a mobility disorder, and so I was wondering what challenges in Montreal you find like the biggest to overcome. What are the things that you as a member of the blind community think need to be addressed first? Well, I think the one that I outlined in my discussion was really public attitude, and public attitudes are hard to surpass. And there's something that can be said for getting everybody to have access to whatever physical obstacle or electronic obstacle or whatever that may be. But I find that that's part of the struggle, because let's face it, we are in the minority. Disabled people in general are in the minority, and the majority don't have the same issues we have, and that's just a fact of life. So as a minority, we have to act very much in that scope and say, well, how do other minority people make sure they defend their rights? Because it always comes back to changing public attitudes. It's easier said than done. I find that in Montreal, for instance, the metros have their difficulties and the buildings have their difficulties, but I find really what it comes down to is ignorance from the general public sometimes on the most mundane of issues can cause more problems than any physical obstacle. And I'll give you a small example. I sometimes ask people to put their fingers on any keyboard, and I mean any tablet, of course not the tablets that come out today that have no screen, no buttons at all, but any clavier or keyboard. And on the F and on the J, there are two little points. And on the 5 of any calculator or any telephone, there's a point. And I use that point to place my hands on the keyboard so that I can then identify where the 1, the 2, the 3, the ABC, and so forth are. That costs nothing to do. Making a keyboard with two little points on the F's and the J's means nothing. But then when you come out with a tablet that's touchless, you've just eradicated whatever advancements you've made in the technology. So it really is about attitudes. We have to change those things first and above all. And the laws, well, yeah, the laws will come along. When we do that, the laws will change, and people will be considered, and minority rights will be considered as well. Sorry, that's a long-winded answer. Thank you, Pietro. Luisa, we have a question in the front, I think. Aside from being Pietro's wife, I'm a social worker, and I've been working with the elderly both at home and in nursing homes and in hospitals. And what I find a lot is the issue of people bringing their complaints forward. They're always afraid to have reprisals, to have their services cut, to be treated badly. Their loved ones will not complain, and I always hear the complaints, and I have to guide them and encourage them to go forward with their complaint. Go speak to the ombudsman, go forward, because they will only act if there's a complaint. They will only act if there is documentation, if there's enough voices out there. And this is the issue. If there's not enough voices, there's not going to be changes. If you don't impose the law, Pietro just talked about changing people's attitudes. Do you remember the days when seatbelts were not obligatory? All of a sudden, my son is in panics if he doesn't get that. But Mommy, I didn't get my belt on yet. And they're in panic, but that's because, we change people's mentality by imposing it and making it illegal for them not to have
And so there are things we can do. We have to work together, but encourage people to bring forward their complaint, no matter how hard. So le travail que vous faites, c'est incroyable, et continuez pour longtemps. But, you know, we need to have both ends, individual and systemic changes. Merci. Okay, I think we have time for perhaps one or two last questions. There's one, il y en a une à l'arrière. Puis ensuite, on va prendre ensuite 2 autres questions ensuite. Donc, il nous en reste 3 et ensuite, je crois qu'on va devoir laisser la salle. Alors, je vous en prie, madame. Merci à tout le monde pour tous les discours. They're amazing and fantastic to hear what everyone had to say. I want to go back to, I think, a point that was just made, but also something that Melanie raised in her talk that was interesting to me to hear about not only the changes that were made in law and in legislation, but enforcement. And I felt that I wanted to hear more about the recommendations that you motored through at the end of your presentation, because it seems to me, to go back to this, we can have 350 complaints in the front of the Human Rights Commission. So what? It can sit there. Nothing can be done. Well, I hope it doesn't, but sometimes it sounds like it does. So I just want to know, if there's no enforcement, how can your office have any teeth, so to speak? If there's no follow-up in terms of penalties or fines for people who are breaking the law, if there's not I think it's great that we change attitudes, but how do we also make these public issues, but also ones where people are held accountable for the fact that they are discriminating? And that's my question, because otherwise it seems to me the law is just propaganda. And how. So sorry I had to zip through there. My presentation was really dense, but I think I did kind of give an overview of the recommendations. As I mentioned, one of the biggest ones would be to impose obligations on the private sector, because these are private businesses are what people are interacting with on a daily basis. To go to the dépanneur down the street, to be able to go out for dinner. We tried to book dinners for the board of directors for Réplique, try and find a restaurant that can accommodate maybe one wheelchair, but try 3 or 4. It's virtually impossible. So imposing obligations on the private sector is really essential in my view. At least start by making them submit accessibility plans. That's what the legislation requires of the public sector right now, but I mean that's kind of a minimum, I think, to ask of the private sector as well, keeping in mind the undue hardship. So if not being completely unreasonable in terms of costs, you kind of take all these factors into account. I didn't have the chance to go into all the actual standards, accessibility standards that have been developed in Ontario, but they've got customer service standards. So all private businesses and public businesses, public entities need to provide training for their staff in providing services to people with disabilities. So again, I think a lot of things come from lack of exposure, not necessarily bad intentions, but people just don't know basically what people's needs are or how to ask certain questions. So training, I think, is really basic in private entities. There are no firm, the few deadlines that are in the 2004 legislation in Quebec haven't really been adhered to. So first of all, let's make sure that those deadlines are met. We're, I think, 7 years behind for some of these transport accessibility plans, and that's not actually just implementing the plans, that's even creating a plan and submitting it to the Minister of Transport. So respecting deadlines that exist, but setting timelines as well for accessibility and universal design for other entities, and reviewing them periodically as needed. I know sometimes you do have to push back the deadlines. They were saying in France, it's like, yeah, we understand we need to be reasonable, but we need to actually have a goal in mind, something to try and work towards. And you mentioned monitoring and enforcement. That's it. It's not super useful to have a law if no one is making sure that it's respected. So we need a law with teeth. That's what lawyers like to say. And we need to give an independent body. I mean, I put in there the OPHQ. Who knows? They could be useful in that regard. Doing inspections, as we mentioned, making sure that people are. Making sure that people are respecting the law, and that
meeting the accessibility requirements. Of course, we need to set the accessibility requirements first. So, yeah, lots of steps before we get there, but and to impose sufficiently large penalties to make sure that people do comply, and incentives in the legislation in Ontario and in the US. You can also make incentive agreements for people to actually exceed the expectations as well. So these are just pretty basic ideas drawing from the experience in other jurisdictions. Thank you, Melanie. Again, we will upload your recommendations on the internet site of the event. We have 5 minutes left. I cannot let go. You just said that what does it matter if we get complaints, what can happen? Lots of things can happen if you complain. You can get measures to redress, you can get a penalty, you can ask the institution to move on stuff, you can give them delays, you can then bring them to court, and we do that. So don't tell people not to do complaints. That's the worst thing you can do at this point. So les plaintes sont nécessaires, les mesures de redressement vont arriver, et on amène les groupes, les institutions, le gouvernement devant les tribunaux. La commission, par exemple, va vous donner un exemple. Si la commission n'avait pas bougé, l'accès pour les personnes ayant différents types d'handicap dans l'inclusion au scolaire ne serait jamais arrivé. Alors, on a réussi à faire bouger ça. Là, actuellement, c'est le collégial, ce sont les universités qui viennent nous voir pour savoir comment y aller pour faire les mesures de redressement. Alors, c'est dû aux interventions de la commission. Actuellement, on a un retour en arrière. On sent que le primaire et le secondaire, parce qu'on a voulu accommoder les professeurs et non les élèves, on a oublié à qui l'accommodement doit être donné. Parce qu'on a donné le label, the label to the commission. I think we should complain more. I completely agree with you. Yeah, and don't think what does it matter? It does matter, and there will be change through that. Parce que nous, on va demander des changements. On va donner des délais, et si c'est pas exécuté, on va aller au tribunal, et les tribunaux vont faire bouger le législateur, vont faire bouger les gouvernements, les municipalités, le scolaire, parce que ce qu'on poursuit, c'est les sociétés de transport, c'est les municipalités, c'est les commissions scolaires, c'est le gouvernement du Québec, les différents ministères, les différentes agences. Alors, c'est ce qu'on a le pouvoir de faire et c'est ce qu'on fait. On n'est pas toujours aimé, la commission, par le gouvernement, parce qu'ils nous nomment, mais ensuite, on les poursuit. Voyez. Alors, il faut passer par là parfois. Ce n'est pas le seul moyen, mais il ne faut pas diminuer pas la valeur de ça. Merci, M. Cousineau. Évidemment, le changement social, ça ne se fait pas tout seul. Ouais. C'est à force de taper sur le clou, comme on dit, que les changements se font. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Il y a 2 questions encore à l'arrière. Oui. Alors, une seule question. C'est une seule question ou 2 questions? Juste une seule question. Alors, monsieur, je vous en prie. Bonsoir, c'est Moti Bari. Je suis directeur général de Handicap Action et Intégration, un organisme communautaire que je viens de créer, ça fait juste 14 mois. On a parlé beaucoup de l'accessibilité ici, mais croyez-moi, les personnes handicapées vivent un obstacle énorme ici au Québec. Avant de créer cet organisme, j'ai fait 7 ans de bénévolat en tant que président du conseil d'administration d'un organisme communautaire. Je suis rentré ici en 2001 avec un baccalauréat en finance. Je me suis retourné aux études pour chercher une attestation en gestion financière informatisée. Mais impossible de trouver un travail malgré tout ce que j'ai fait. Ça, c'est un obstacle énorme pour nous autres. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de quelques personnes pour parler de l'handicap. Quelqu'un qui n'a pas d'handicap, qui n'a pas un parent ou un proche qui vit d'un handicap, ne peut pas parler d'un handicap. C'est autre chose. Mais croyez-moi, l'handicap, c'est dans la tête. Tant qu'un être humain est capable de fonctionner son cerveau, est capable de faire quelque chose. Je suis beaucoup encouragé de voir ces personnes-là, y compris Madame Annie, qui a guidé ici à l'ICAM. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Mais franchement, les obstacles ne finissent pas. Quand j'ai créé cet organisme, les organismes qui sont ici, à Montréal, qui sont censés de m'accompagner, ils sont les premiers à me dire, écoute, ça, c'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Mais rien n'est impossible aussi. Ce n'est pas parce que tu as un handicap que tu dois avoir des obstacles devant toi. C'est impossible. Mais cela ne m'arrête pas. Je tape à toutes les portes. Sauf que ce n'est pas tout facile. Et j'apprécie beaucoup la mission de votre association. Continuez-le parce que rien n'est impossible. Ça nous donne des portes ouvertes, peut-être un jour, pas demain ou après-demain. Mais c'est sûr que dans l'avenir, beaucoup de personnes vont comprendre de quoi nous sommes capables de faire. Merci pour tout ce que vous faites pour nous.
Merci. Est-ce que vous pouvez juste expliquer rapidement qu'est-ce que votre organisme, le but de votre organisme? Peut-être C'est fait surtout de la sensibilisation pour faciliter l'intégration dans l'emploi des personnes. C'est quelque chose que j'ai vécu. Je rencontre pas mal des personnes qui vivent de l'aide sociale, qui ont de très bons diplômes, c'est inadmissible. Joignons nos forces, monsieur. Peut-être que des informations supplémentaires pourraient être aussi ajoutées au site web de l'événement pour plus d'informations sur votre organisme. Très rapidement, monsieur, Okay. je vous invite. C'est juste une question. J'ai entendu tantôt des affaires en rapport avec l'OPHQ. Avec la nouvelle direction générale et son orientation philosophique qui est basée sur la philosophie du PPH, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer à l'OPHQ? Ou quelles sont les idées qui pourraient aider l'OPHQ à s'améliorer dans ça? Merci. Merci. Est-ce que vous voulez réintervenir sur Je pense que Mélanie l'a brièvement dit. En fait, je suis d'accord un peu avec ce que Mélanie a dit tantôt en disant que l'OPHQ devrait être un organisme qui pourrait faire le suivi et qui aurait un pouvoir. Actuellement, l'OPHQ n'a pas vraiment de pouvoir d'agir. Donc, il faudrait que ce soit un organisme qui a ce pouvoir-là d'émettre peut-être des constats d'infraction ou des choses comme ça, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement et qui sert, dans le fond, à légitimer les actions du gouvernement, peut-être aussi de lui donner une position un peu plus indépendante par rapport à l'État. Actuellement, vraiment, nous, ce qu'on constate, c'est vraiment un organisme qui va approuver ce que l'État fait. Donc, au niveau de cette philosophie, des capacités de l'OPHQ. Puis, dans le fond, ma question, c'est plus au niveau de la philosophie. Moi, j'ai pas effectivement l'impression que l'OPHQ réussit à véhiculer une vision, je dirais, pas révolutionnaire, mais qui permet aux gens de comprendre ce que c'est que la discrimination fondée sur le handicap. Moi, je pense que c'est sur ça qu'on voudrait qu'on travaille. J'aimerais ça peut-être voir l'OPHQ mettre ça de l'avant pour, dans le fond, pour faire avancer les choses. Actuellement, j'ai l'impression qu'on est encore dans les années 60-70 au niveau de la philosophie, de la façon qu'on comprend le handicap. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de charité, de pitié dans les idées qu'on véhicule au sein même de l'OPHQ, même dans le milieu de la défense des droits des personnes handicapées. Même si le discours est peut-être pas ça, mais au final, c'est ce qu'on en comprend encore beaucoup. J'ai eu une bonne nouvelle. Il va avoir un arrêté ministériel pour l'accessibilité des pistes cyclables. Ah. Ça, ce sera la résultat de l'applique. J'aimerais peut-être conclure l'événement simplement en faisant un petit clin d'œil à différents éléments qui ont été mentionnés dans le cadre de la soirée. La discrimination basée sur le handicap, c'est une discrimination qui limite l'ensemble des droits de la personne. On a parlé beaucoup de discrimination, mais en fait, la discrimination, c'est une violation transversale. Laurence et Linda nous ont parlé amplement de la discrimination vécue dans l'exercice de la liberté de circulation, qui est un droit de la personne. Nathalie nous a parlé de la discrimination dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la liberté d'expression, dans l'accès à la santé. Mélanie, Laurence nous ont parlé de la discrimination dans l'accès à l'information, y compris dans le système universitaire, dans l'exercice des garanties judiciaires dans la justice. Pietro nous a parlé du droit à la dignité. Donc, je trouve ça important de souligner le fait que la discrimination, c'est transversal et ça empêche d'exercer d'autres droits. Je suis renversé d'entendre que la loi qui nous permet d'exercer notre droit de vote cautionne le fait que les établissements qui doivent accueillir l'exercice d'un droit aussi fondamental à la démocratie, ça cautionne ce manque d'accessibilité-là. Je trouve ça renversant. C'est une violation de notre droit à la liberté
de la participation politique. Un autre petit constat qui a été mentionné aussi brièvement, transversal, la discrimination, ça a différentes facettes. Différentes discriminations se chevauchent, se superposent. Des personnes sont victimes de plusieurs formes de discrimination en même temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme qui est victime de discrimination basée sur le genre et sur sa situation de handicap? Hein? Sur la langue, sur la religion, sur la couleur de sa peau, sur la pauvreté, on a mentionné tous les enjeux liés à la pauvreté. Nathalie l'a mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y en est dans les régions? Dans une situation urbaine, on a des installations qui ne sont pas parfaites, mais on a quelques installations. Qu'est-ce qu'il y en est dans les régions rurales? Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont soulevés, puis il faut les rappeler, il faut les souligner, il faut frapper sur le clou et continuer à revendiquer ces droits-là pour amener du changement social. Les mécanismes de contrôle sont clairement insuffisants. Il faut continuer de s'en servir, évidemment, mais le changement social ne se fera pas par la force des choses, il va se faire à force de combat, de revendications. Et j'admire les 4 personnes qui sont avec nous ce soir, qui nous ont parlé de leur expérience et qui nous invitent à poursuivre cette démarche-là. Alors, je vous félicite tous, je vous remercie, Mélanie, Laurence, Linda, Pietro et vous tous. Je remercie aussi les organisateurs d'événements et je vous souhaite une excellente soirée. Je pense qu'on a un petit mot de closure. We'd also like to thank everyone for coming. Thank you so much for your questions and comments. We couldn't have done it without you. On aimerait aussi remercier nos 4 conférenciers. On les applaudit, merci. Thank you again for coming. We will put the information online again. It's www.lesbarrierestombes.ca. So that will be up soon.